Je suis ravi de présenter cette session sur la question postcoloniale. Voilà encore un terme qui pourrait être associé à des enjeux de storytelling peut-être. On en a parlé pour le nouveau roman, le beau storytelling du postcolonial aussi, qu'on pourrait interroger. Donc avec deux interventions dont je dis tout de suite, il y a, ou je le dirai après, mais enfin Alexandra Bourse qui devait être la deuxième intervenante n'a malheureusement pas pu venir et elle enseigne dans le secondaire et on ne lui a pas donné l'autorisation de venir. Je trouve que c'est quand même assez instructif sur je ne sais pas de quoi d'ailleurs, sur le durcissement de l'administration ou alors sur la carence de profs et l'état de panique dans lequel est l'éducation nationale. Mais enfin voilà, donc bon, je reviendrai puisqu'on commence avec Marion Labouret qui donc est actuellement en thèse avec Anne Tomisch. Elle travaille sur la représentation de la réalité historique dans le roman magico-réaliste à l'échelle américaine. Et dans la communication qu'elle présente aujourd'hui, c'est une concentration sur un roman, donc américain au sens large, de Maryse Condé, Moi Tituba, sorcière noire de Salem. Et je vous laisse tout de suite la parole. Donc je voulais remercier Daniel Perrault et Judith Sarfati de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Alors, le roman dont je vais parler aujourd'hui, Moi Tituba, sorcière noire de Salem, c'est un roman de Maryse Condé qui est une fiction de l'ère géographique américaine au sens large, dont l'enjeu est la représentation du passé historique de populations qui ont subi l'oppression de l'esclavage. Alors, son auteur semble s'y donner des objectifs proches de ceux que l'auteur nord-américaine Toni Morrison se donne pour Beloved, qui est d'ailleurs un roman publié juste un an après celui de Maryse Condé, et souvent des études comparatives mettent en lien ces deux romans. Toni Morrison explique dans sa préface à Beloved la chose suivante: The terrain, slavery, was formidable and pathless. To invite readers into the repellent landscape was to pitch a tent in a cemetery inhabited by highly vocal ghosts. Donc, avec Tituba, Maryse Condé entre dans cet espace qu'est l'histoire de l'esclavage en traçant effectivement l'itinéraire d'un de ses fantômes pour faire entendre sa voix. Et elle fait sortir de l'oubli la figure historique de Tituba, qui est en fait particulière pour plusieurs raisons. Elle était une esclave noire qui a été la seule des accusés du très célèbre procès pour sorcellerie de Salem de 1692 à confesser ses crimes. Ce qui a fait qu'elle n'a pas été condamnée, conformément à la loi du Massachusetts de cette époque qui envoyait les gens qui confessaient leurs crimes seulement en prison. Donc en faisant de Tituba l'héroïne de sa fiction, elle écrit d'emblée un contre-récit puisqu'elle choisit d'aborder un élément de l'histoire qui aurait pu attirer tout particulièrement l'attention des historiens, mais que ceux-ci choisissent justement de laisser de côté. Et c'est un phénomène pour lequel elle émet une hypothèse d'explication plutôt polémique dans la note historique qu'elle place après son roman. Donc je cite: vers 1693, Tituba, notre héroïne, fut vendue. À qui? Le racisme, conscient ou inconscient des historiens, est tel qu'aucun ne s'en soucie. Fin de citation. Donc le récit se fonde sur des éléments sélectionnés dans des documents d'archives, comme le montre cette note historique. Maryse Condé y a trouvé certaines informations utiles pour la trame de son récit, mais la fiction romanesque lui donne aussi le moyen de traiter une période beaucoup plus vaste que celle des procès de Salem, et donc d'explorer en même temps, de manière plus approfondie, la condition d'esclave. Donc l'événement historique majeur des procès, ce n'est qu'un des moments de la vie de Tituba dans le récit, telle qu'elle est construite par Maryse Condé, puisqu'elle commence cette vie et prend fin sur l'île caribéenne de la Barbade. Donc la fiction construit un dialogue entre l'espace caribéen colonisé et l'espace nord-américain, tous deux liés à la traite des esclaves, et Moi Tituba permet d'interroger la représentation historique de l'esclavage, et tout en traitant originellement d'un sujet de l'histoire nord-américaine, s'affirme comme un récit postcolonial. Alors en outre, le roman trouve sa fonction de contre-récit dans le fait de faire parler des fantômes non pas seulement au sens figuré, mais aussi au sens propre, puisque, comme l'indique son titre, Moi Tituba, sorcière noire de Salem est une autobiographie fictive dont le personnage est une sorcière.
Alors non seulement elle possède une vision du monde où le dialogue magique entre le monde visible et le monde invisible se fait sans tension, mais en plus elle en maîtrise les codes de ce dialogue magique et elle peut même l'initier, comme le montre la mise en scène énonciative de Maryse Condé, qui nous restituerait, comme elle le dit donc, en ouverture du roman, le témoignage de Tituba fait depuis l'au-delà. Donc Tituba et moi avons vécu en étroite intimité pendant 1 an. C'est au cours de nos interminables conversations qu'elle m'a dit ces choses qu'elle n'avait confiées à personne. Donc le récit nous donne une représentation de la réalité historique qui passe par une esthétique de type magico-réaliste. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir comment cette esthétique magico-réaliste est un élément essentiel qui permet au récit de fiction de combler les incomplétudes de l'histoire. Et donc en un mot, comment cette esthétique fait du récit de Tituba un contre-récit à dimension historique. Alors, tout d'abord, effectivement, le roman de Maryse Condé est un contre-récit parce qu'il redonne vie à une figure d'esclave qui n'avait pas été sélectionnée dans les documents par les historiens et qui se déploie, qui se construit sur toute la temporalité d'une vie qui est racontée. Alors, la reconstruction passe d'abord par le point de vue spécifique qui est adopté. Si Maryse Condé a expliqué lors d'entretiens qu'à plusieurs endroits du récit, elle avait traité les pouvoirs de la sorcière ironiquement, il n'en reste pas moins qu'elle admet que la vision du monde qui considère les phénomènes magiques comme des composantes du réel est un élément de la culture caribéenne qu'elle doit prendre en compte. Donc elle dit dans un entretien « La croyance aux esprits est un phénomène culturel de nos sociétés dont je ne me moque pas entièrement. Disons que je le sais, il ne peut pas y avoir de roman caraïbe sans présence de l'invisible et que j'en rajoute, un peu par dérision. » Donc par conséquent, dans Moi Tituba sorcière, elle utilise cette esthétique magico-réaliste qui se fonde sur un phénomène anthropologique de la croyance aux esprits, tantôt avec une distance ironique, tantôt avec sérieux, mais surtout pour apporter des nuances à la dimension autobiographique du récit. Donc Tituba développe progressivement ses pouvoirs et s'interroge sans cesse sur le statut qu'il lui donne, mais il ne remet jamais en cause l'existence de la magie dans son principe. Donc la magie fait partie intégrante de l'univers fictionnel. Alors l'esthétique magico-réaliste, renforcée par l'utilisation de la première personne, qui est la source du récit, permet la mise en place d'un réalisme alternatif, on pourrait l'appeler comme ça, par opposition au réalisme qu'on connaîtrait bien en Europe, qui donne à lire un point de vue sur le monde qui serait spécifique aux esclaves de la Barbade et qui s'oppose à celui, de type occidental, des historiens. Alors, la représentation de la réalité historique est donc dans cette fiction indissociable de cette esthétique et les événements de l'existence de Tituba, alors qu'ils relèvent de l'histoire sociale ou qu'ils soient des événements politiques plus vastes, sont indissociables d'une interrogation sur son statut et même d'un questionnement sur le sens du mot sorcière qui varie effectivement selon les endroits où se trouve le personnage. Alors c'est parce qu'elle utilise ses pouvoirs pour punir sa maîtresse Susanna Endicott en la rendant malade que cette dernière se venge en vendant Tituba et son compagnon John Indien à un pasteur qui quitte la Barbade pour Boston. C'est parce qu'elle a cette fois tenté de faire un bon usage de ses pouvoirs à Salem que les puritains l'arrêtent et la jugent. Et enfin et surtout, son statut de sorcière lui confère une place toute particulière dans la communauté des esclaves lors de son retour à la Barbade. Donc le récit magico-réaliste permettrait de donner à voir ce qui n'a pas toujours été pris en compte par les études historiques, et il résiste en essayant d'aller à l'encontre de l'oubli, qui est d'ailleurs décrit par le personnage de Tituba comme étant inévitable dans le texte même. Donc je cite « Il me semblait que je disparaissais complètement. Je sentais que dans ces procès des sorcières de Salem, qui feraient couler tant d'encre, mon nom ne figurerait que comme celui d'une comparse sans intérêt. On mentionnerait ça et là une esclave originaire des Antilles et pratiquant vraisemblablement le vaudou. On ne se soucierait ni de mon âge, ni de ma personnalité, on m'ignorerait. » Donc le texte, dans cette citation, justifie de manière explicite son existence et exprime bien à quel type de discours il s'oppose, c'est-à-dire le discours historique, donc on pourrait appeler de type occidental, qui, dans sa sélection des éléments qu'il considère importants pour l'écriture de l'histoire, démontre les présupposés qui l'orientent. Moi, Tituba sorcière, tente donc de combler ces incomplétudes de la trame historique tout en dénonçant les rapports de domination qui sont à l'origine de sa constitution. Alors, le récit de Maryse Condé fonctionne comme une entreprise d'énonciation du texte caché de l'histoire, donc je cite ici Emmanuel Bouju, parce que dans un véritable défi esthétique, il devient un témoignage qui, malgré son statut de fiction, posséderait une certaine valeur de vérité.
Le roman se fonde originellement sur les aveux de Tituba lors de son procès, qui sont retranscrits dans le corps du texte à un certain moment. Et l'interrogatoire de Tituba ressemble à première vue une sorte de pièce détachée. C'est un chapitre qui s'intitule « Interrogatoire de Tituba » et qui ressemble à un document. Mais il est très rapidement en fait recousu à la fiction parce que Tituba reprend le fil de son récit en faisant une ellipse temporelle. Cela dure à des heures. J'avoue que je n'étais pas une bonne actrice pour commenter les procès. Le roman est donc en fait un prolongement fictionnel de cet interrogatoire et est construit sur une tension. Lorsque les sources sont taries lors de ces investigations historiques, Maryse Condé a tenté de suivre les pistes de vagues traditions, comme elle le dit, mais elle admet dans les interviews qu'il lui a fallu donner au personnage une enfance, une adolescence et une fin de son choix. La fiction coupe donc d'abord en fait le référent historique de son ancrage dans la réalité pour l'intégrer au récit, mais dans un mouvement contraire, ce premier mouvement lié à la tension entre documents historiques et écriture fictionnelle est renversé par l'esthétique magico-réaliste qui permet à l'auteur de jouer sur la notion d'autorité, la sienne d'abord, et par conséquent celle du récit. Puisque dans l'épigraphe au roman, dont j'ai parlé en amont, l'auteur feint de partager la vision du monde de l'esclave Tituba, puisqu'elle dit qu'elle est sa confidente, et cela permet donc de donner au récit le statut de témoignage qui aurait été recueilli par l'auteur. Le roman peut donc être lu comme une structure dédoublée du discours, dont Michel de Certeau explique qu'elle est une caractéristique du discours historiographique. Le discours historiographique comprend son autre, qu'il cite, et dans Moi Tituba, le récit à la première personne fonctionne tout entier comme une citation qui aurait été enregistrée par l'auteur dans une sorte de, et je cite encore Emmanuel Bouju, reproduction feinte du dédoublement document-récit. Selon cette expression. La fiction opère donc une torsion et revient de manière indirecte à la réalité historique en conférant une forme d'autorité au témoignage fictionnel. Donc le récit de Maryse Condé tend d'abord à approfondir certains éléments laissés de côté par l'histoire, comme elle le dit, mais il n'est pas seulement question dans Moi Tituba, sorcière, de l'énonciation d'une phase cachée de l'histoire, mais aussi de la correction, dans une certaine mesure, de la représentation dite occidentale du passé colonial du continent américain, en donnant une représentation plus juste de l'identité des esclaves. Alors, le récit de Moi Tituba résiste également au récit de l'identité collective des colons blancs qui tendaient à retirer aux esclaves le statut d'acteurs de l'histoire en définissant leur identité en creux. Donc, dans cette perspective, le dialogue entre les espaces de la Barbade et de la Nouvelle-Angleterre est d'une grande importance, puisqu'en associant l'esthétique magico-réaliste à la mobilité du personnage principal, Maryse Condé modifie momentanément les caractéristiques de l'opposition entre la vision occidentale et la vision non occidentale du monde que l'on trouve régulièrement dans la littérature postcoloniale. Les récits postcoloniaux qui traitent de la période coloniale ont régulièrement pour cadre des lieux où les colons sont souvent en minorité, et ils mettent à mal souvent la vision limitée que ceux-ci ont du monde. En revanche, dans le roman de Maryse Condé, Tituba se déplace à Salem et le point de vue dominant devient celui des colons. Donc évidemment, dans la culture du livre biblique des puritains, la frontière franchissable pour la sorcière entre le monde visible et le monde invisible devient infranchissable, et donc la perception du monde de Tituba et sa maîtrise du vaudou sont une transgression naturelle et une transgression morale, tout à la fois. Donc au cœur d'une communauté où elle est l'autre, cette connaissance de l'univers devient une faiblesse, parce que si elle n'est pas la seule à être accusée de la posséder, évidemment d'autres femmes ont été accusées de sorcellerie, en revanche, la communauté à laquelle elle ne peut appartenir l'associe à son statut d'esclave, systématiquement. Celle qui n'est pas des leurs opère nécessairement les transgressions qu'il condamne. Donc comme l'affirme justement Dawn Fulton, les puritains imposent à Tituba le récit de leur propre identité collective, un récit qu'elle ne peut en aucun cas contribuer à écrire parce qu'il lui est impossible de faire partie de la communauté des colons. Donc, dans Tituba sorcière, on a un récit auquel s'oppose celui du roman, celui qui construit l'identité des Noirs comme n'étant que la négation de tout ce qui est hors des caractéristiques de l'identité du groupe social dominant. Donc c'est une identité qui n'existe qu'en creux. Alors, le roman comporte donc une narration, alors certes, il reconstitue une trajectoire individuelle, mais il comporte une narration qui s'oppose aux idéologies collectives qui ont longtemps orienté la perception de la période coloniale et qui étaient renforcées par le fait que les seuls documents auxquels les historiens avaient accès étaient ceux des colons.
Donc il redonne la parole aux esclaves, une parole à travers laquelle le passé est ressaisi et par laquelle il se représente comme pouvant façonner le déroulement historique. Le roman met donc en scène un contraste entre la situation de l'héroïne à Salem et sa situation à la Barbade, puisque sur son île, elle est capable d'action. Alors effectivement, peut-être que Maryse Condé essaie de rappeler que dans son récit à la première personne d'une esclave qui ne voit pas la finalité en fait de ses déplacements, elle cherche à réhabiliter juste une figure spécifique, mais je ne pense pas qu'on puisse s'arrêter là dans la lecture du roman, parce que tout au long des déplacements, Tituba montre son désir de trouver sa place dans la communauté, et le choix d'une esclave sorcière comme héroïne du récit implique nécessairement, de toute façon, une réflexion de nature historique plus vaste, puisque la sorcière est traditionnellement une figure centrale de la communauté des esclaves, qui est donc abordée indirectement dans le texte. Alors, dès la fin de la première partie du roman, alors que Tituba se trouve encore à la Barbade, l'esprit de Maniaya, donc qui est la vieille femme sorcière qu'il a éduquée après la pendaison de sa mère, lui révèle qu'elle possède un destin invisible, une fonction, celle d'utiliser ses pouvoirs magiques pour venir au secours de sa communauté. Donc tout au long des aventures, Tituba essaie d'assumer cette fonction, mais puisqu'elle est rejetée en Nouvelle-Angleterre, cela révèle qu'elle ne peut servir la communauté qu'à la Barbade, où à son retour, elle envisage en outre de pousser les esclaves dans leur révolte grâce à ses pouvoirs. Donc au terme de son existence, après sa mort, après son passage dans le monde invisible, Tituba est la garante d'un territoire et d'une histoire spécifique. Elle se confond avec l'île et elle aide sa communauté et la pousse à l'action. Donc je cite, « Car vivante comme morte, visible comme invisible, je continue à penser, à guérir. Mais surtout, je suis assignée à une autre tâche, à guérir le cœur des hommes, l'alimenter de rêves de liberté, de victoire, pas une révolte que je n'ai fait naître. » Donc dans le monde des invisibles, Tituba commande à la fois aux éléments naturels et à la communauté des esclaves, et à la fin de son itinéraire, qui aurait pu la placer au bord de l'effacement historique, Tituba devient donc, dans un renversement, l'identité de la Barbade et son mouvement historique lui-même. Donc elle devient un symbole par lequel la communauté des esclaves se réapproprie l'écriture de son histoire. La figure de la sorcière permet aussi, de manière complémentaire, l'établissement d'une mémoire qui montre la maîtrise par les esclaves de l'expression du réel. Donc le récit, il existe en fait une chanson de Tituba à la fin de l'œuvre, et le récit que se transmettent les esclaves et qui fait de Tituba une figure centrale de leur communauté s'oppose donc à l'absence de discours sur la figure dans la culture occidentale. En se fondant sur ce point de vue spécifique de la sorcière qui donne lieu à la cohésion d'une vision collective, le récit construit en fait un récit historique spécifique. Maryse Condé a fait la déclaration polémique qu'en écrivant « Moi Tituba », elle n'écrivait pas d'un roman historique. Or, la réalité historique y est quand même traitée, mais toujours par des détours. Alors le premier, c'est évidemment la fiction, qui prend quand même largement l'ascendant sur le document historique. Le second détour, c'est la création du parcours d'une figure singulière sur laquelle se fonde la fiction. Et le point de vue spécifique de cet esclave, sur lequel se fonde l'esthétique magico-réaliste, constitue en fait une porte d'accès au réel historique et le développement progressif de ses pouvoirs, qui coïncident avec son insertion progressive dans la communauté, permettent à l'histoire singulière de se fondre progressivement dans la grande histoire. Ce qui n'était au départ que la réhabilitation d'une figure historique spécifique devient donc, par la construction de l'itinéraire choisi par Maryse Condé, une opposition à l'histoire, donc avec un grand H, celle qui était issue d'un point de vue occidental et ne percevait les esclaves qu'à travers lui. Alors, ce n'est pas seulement en s'appuyant sur des faits précis que Moi Tituba sorcière accède au statut de contre-récit, mais c'est en adoptant un point de vue singulier et subversif qui permet de reconstruire progressivement un discours historique spécifique qui redessine les rapports entre le monde occidental et le monde colonisé. Alors, le récit de Maryse Condé fait encore un dernier détour, puisque par son esthétique magico-réaliste, il oppose aux récits de la Caraïbe, qui sont nombreux, des récits qui dénoncent également les préjugés coloniaux, mais pour reconstruire l'identité des populations noires en se fondant plutôt sur une poétisation des origines africaines, une fiction parfois mythique de la continuité historique entre l'Afrique et les communautés de la diaspora noire. Alors, Maryse Condé veut déstabiliser cette reconstruction à travers l'identité effectivement aussi déstabilisante et peu stable de son héroïne, puisqu'elle n'est pas du tout exemplaire, elle est souvent naïve, et on voit bien qu'elle n'est pas du tout une figure parfaite de la sorcière, donc elle n'acquiert tous ses pouvoirs qu'après sa mort,
Et par cette figure de... Alors, camboiseuse, on dira, peut-être plus que sorcière, puisque Marie Scondé est guadeloupéenne, une camboiseuse ambiguë, Marie Scondé ne semble pas remettre en cause l'esthétique magico-réaliste, mais plutôt la renouveler, ce qui lui donne la possibilité aussi de discuter la place de l'Afrique dans le passé de la Caraïbe. Cela donne une représentation plus nuancée de la réalité historique. Alors, dans son essai Écrire en pays dominé, qui est certes postérieur à Moi Tituba, on trouve la pensée de cette Afrique rêvée dans la description que Patrick Chamoiseau donne du quimboiseur, qui est une figure publique. Alors, ce quimboiseur est d'abord souvent un danseur et un conteur, avant d'être aussi un guérisseur. Et à travers chacune de ses fonctions, il est, je cite, « chair poussant mémoire ». Son corps permet d'exprimer un savoir ancestral dont l'origine est l'Afrique. Il sert à rassembler la communauté autour de ce savoir qui vient de l'Afrique. Or, dans le roman de Marie Scondé, Tituba ne ressemble absolument pas à cette figure. Elle soigne les différents membres de la communauté, mais elle ne sait pas danser. Elle n'est pas conteuse. L'histoire de sa vie depuis le monde invisible n'est entendue que d'elle et de l'auteur. Et en représentant Tituba comme cette quimboiseuse incomplète, Marie Scondé cherche à estomper l'importance de l'Afrique dans la représentation du passé caribéen et affirme l'écartèlement entre le continent africain et le continent caribéen. La représentation de la traversée de l'Atlantique qui ouvre le roman crée aussi clairement une rupture dans la continuité d'une histoire souvent rêvée. Alors, il n'est pas du tout question pour Marie Scondé de remettre en question le traumatisme que représente la traversée de l'Atlantique, parce qu'il est traité dès l'ouverture du roman, puisque Tituba était conçu sur un bateau négrier, elle est le fruit d'un viol, et ce sont en fait les premiers mots du texte. Abena, ma mère, un marin anglais, la viola sur le pont du Christ the King un jour de 1600, etc. Donc c'est vraiment assumé. Mais comme cette traversée contient l'origine du personnage, elle est aussi un déplacement du motif de l'origine africaine en même temps. Et donc, l'auteur préfère utiliser le symbolisme de l'espace maritime comme un espace vierge et indéfini, lieu de modification, de possible création, celle de Tituba par exemple, ou bien du silence, de l'engloutisme. Donc son héroïne, dont le placenta a été enterré par son père adoptif sous un fromager, qui est un arbre typique des Caraïbes, appartient pleinement à l'espace de la Barbade. Et Marie Scondé prend donc un détour. Elle utilise une forme particulière de l'esthétique magico-réaliste pour remettre en question le récit du passé mythique africain de la Caraïbe. Et en mettant au centre de son récit les pérégrinations de Tituba entre son île et la Nouvelle-Angleterre, par lesquelles elle construit peu à peu son identité de sorcière, jamais vraiment complète, elle nous propose une histoire plus américaine, en fait, de la diaspora. Et c'est donc aussi en remettant une cause des récits qui l'ont précédée que Marie Scondé nous offre une vision nuancée du passé historique dans son roman. Donc pour conclure, je dirais que malgré ces affirmations polémiques qu'elle a par ailleurs, selon les interviews, nuancées aussi, Marie Scondé aborde bien le passé historique de l'esclavage dans Moi Tituba, sorcière noire de Salem, mais en déstabilisant sans cesse le lecteur par les détours qu'elle prend pour le faire. Elle ébranle son horizon d'attente par son choix de l'esthétique magico-réaliste, indissociable de la réhabilitation d'une figure historique singulière, dont elle souligne, parfois avec une claire ironie, les imperfections. Elle ne nous donne pas à lire la quête épique, et qui serait peut-être rassurante, une quête épique, lyrique, d'une héroïne qui se dirige vers la réalisation d'un grand destin historique. Et ce n'est qu'à tâtons que cette héroïne trouve sa place dans la communauté des esclaves. Et c'est là toute une stratégie pour différer et nuancer la réflexion postcoloniale que comporte l'écriture de l'histoire dans ce roman. Donc moi, Tituba sorcière, tente de combler des incomplétudes du discours historique et le corrige aussi dans une certaine mesure, mais en plaçant toujours le lecteur dans une sorte d'inconfort, et c'est peut-être bien cet inconfort qui donne toute son efficacité au contre-récit. Merci. Marion, pour cette intervention qui montre bien comment le réalisme magique ou le réalisme merveilleux aux Caraïbes, c'est à la fois le fruit d'un manifeste qui a été d'une intention stratégique mise en texte et en discours par Alexis, Jacques-Stéphane Alexis, dans les années 50, pour les Haïtiens et pour toute la Caraïbe, et en même temps une pratique d'écriture qui, d'une certaine façon, indépendante et qui génère, et donc du coup qui intéresse les critiques
à partir de la lecture des textes. Et que finalement, vous avez, dans votre exposé, on était dans cette double entrée pour la question du réalisme magique. Alors maintenant, je présente... alors, Chloé Chaudet va lire l'intervention, le texte qui était préparé par Alexandra Bourse, donc, qui a terminé sa thèse sous la direction d'Anne Tomisch sur la figure du métis dans la littérature postcoloniale, à la fois chez Michel Cliff, dont il va être question tout de suite, et Marie Scondé, dont on vient de parler. Voilà, donc là, l'entrée est un petit peu différente. Il va être question d'intersectionnalité, si j'ai bien compris ce que vient de me dire ma voisine. Elle parlait contre dans la littérature postcoloniale, procédé de déconstruction des stéréotypes sexistes et racistes, deux des éléments des trois pieds de ce qu'on appelle, ce qui a été théorisé sous le thème d'intersectionnalité, dans l'œuvre de Michel Cliff. Et donc je remercie de la part d'Alexandra Bourse les organisateurs et organisateurs du colloque, et je réitère ses excuses. C'est mieux là? Ah, vraiment à côté, c'est mieux là? Voilà, donc elle s'excuse encore, elle vous remercie. Alors, une pensée dominante s'appuie sur une série de normes qu'elle impose au nom d'une prétendue vérité valable universellement. La pensée coloniale en est un exemple frappant. Le mot civilisation, qu'elle a brandi comme un étendard, supposait l'imposition d'une pensée unique, fondée sur un ensemble de valeurs occidentales, que l'histoire de la conquête d'abord, de l'esclavage et de la colonisation ensuite, a décliné en préceptes religieux, en enseignements européocentrés, donc négligeant les spécificités culturelles des pays dominés, en pouvoir économique, politique, social. Ces valeurs supposaient en outre d'investir le champ de l'intime, imposant en guise de normes sacrées et intangibles, donc l'hétérosexualité, la hiérarchisation des genres, l'homme dominant la femme, et la hiérarchisation des races, la blanche dominant toutes les autres. Déconstruire le discours colonial suppose, pour la pensée postcoloniale, de s'en prendre donc à l'articulation entre plusieurs systèmes d'oppression, et donc l'adjectif postcolonial n'est pas à concevoir dans un sens temporel, mais bien comme un regard critique posé sur la pensée coloniale et sa perpétuation, même après les décolonisations. L'approche intersectionnelle qu'Alexandra Bourse applique à la littérature a d'abord émergé dans la sphère judiciaire, afin de prendre en compte l'articulation entre les critères de sexe, de race et de classe, dans une même entreprise de domination. Elle fut élaborée par Kimberlé Crenshaw dès la fin des années 80, avant de se constituer en concept critique et en champ d'analyse, sous le nom tout d'abord de Critical Race Theory. Ce concept constitue une nouvelle phénoménologie de la domination capable de penser des identités intersectionnelles, selon Elsa Dorlin. Ces identités intersectionnelles sont celles qui, à l'aune d'une pensée binaire, ne peuvent être appréhendées dans leur spécificité. En cela, l'approche intersectionnelle, appliquée à la littérature, permet de penser la manière dont les auteurs mettent au jour les mécanismes d'élaboration d'identités jugées problématiques. Leur complexité résiste à une grille de lecture qui ne se fonderait que sur des critères d'identification dictés par une pensée dominante, sexiste et raciste. Les procédés narratifs et stylistiques mis en place dans les œuvres pour accompagner la construction identitaire de ces personnages et leur émancipation s'inscrivent clairement dans une résistance à la parole coloniale officielle. Si l'histoire des peuples colonisés a pour une large part été volée, oblitérée par une histoire officielle, dont tu parlais Marion, valorisant pour un temps au moins les bienfaits de la civilisation apportés au peuple qui en paraissait dépourvu, la littérature postcoloniale tente de la faire affleurer. Pour ce faire, elle en passe par un creusement de la mémoire, ou des mémoires, celle des sans-voix, celle des peuples infériorisés, et ce creusement s'effectue par l'émergence des discours, leur confrontation, en d'autres termes par le jeu de la polyphonie. L'œuvre sur laquelle Alexandra Bourse appuie son propos s'organise en diptyque. Le premier volume a pour titre A Bank et fut publié pour la première fois en 1984. Le second s'intitule No Telephone to Heaven et fut publié 3 ans plus tard. Donc, l'auteur de ces 2 ouvrages est Michel Cliff, une écrivaine jamaïcaine. Née en 1946, au moment où la Jamaïque est encore sous domination anglaise, Michel Cliff quitte la Jamaïque pour les États-Unis où s'installent ses parents. À la fois romancière et essayiste, elle poursuit ses allers-retours entre les États-Unis et la Jamaïque.
Son œuvre est, pour une large part, autobiographique et retrace le parcours de Claire Savage, son alter ego fictionnel. Donc elle n'a jamais été traduite en français. Les traductions proposées et celles que je lirai ici sont celles d'Alexandra. Dans le cadre d'une thèse qui portait sur la construction en littérature d'une identité impossible, celle des personnages métis, et donc Alexandra Bourse entendait par métis le sens originel, individu issu de la rencontre entre Espagnols et Indiens dans les premiers temps de la conquête, mais aussi, dans le sens plus tardif, d'individus issus de la rencontre entre Blancs et Noirs. Donc, dans sa thèse, Alexandra Bourse avait été frappée par l'œuvre de Michel Cliff, qui se constitue autour d'une confrontation de plusieurs discours. Donc, le discours colonial d'abord, ou plus largement oppressif, celui tenu d'abord par le pouvoir colonial anglais, puis par le pouvoir nord-américain, le discours tenu par les narrateurs, qui ne cessent d'apporter un éclairage ironique au premier, d'ailleurs un peu comme chez Maryse Condé, et le confrontent à ses mensonges, ses oublis, ses contradictions, et enfin les discours tenus par les personnages mis en scène, qui se font les véhicules de l'une et l'autre parole. Dans ce cadre, le personnage de Claire Savage a l'intérêt de saisir ensemble tous ces discours, d'être tiraillé entre deux versions d'une histoire complexe, dont elle est, pour une large part, la victime et le symptôme. L'onomastique a ici son importance. Claire est un prénom transparent qui fait d'emblée référence à la couleur de peau du personnage, métisse certes, mais à la peau blanche et pouvant passer pour. Claire est une jeune fille dont le père est lui-même blanc de peau et qui renie ses origines africaines et indiennes, préférant n'évoquer que les succès et les vertus de ses ancêtres blancs venus d'Angleterre au temps de l'esclavage. Ces références sont les grands philosophes européens des Lumières et les poètes classiques. Mais Claire est aussi une savage, nom qui résonne comme la stigmatisation des peuples indigènes, considérés dans l'idéologie coloniale comme des sauvages dépourvus de morale, d'intelligence et aux mœurs dissolues. La jonction quasi oxymorique entre ces deux noms pose d'emblée les contradictions au cœur desquelles se déchire et se construit le personnage au sein d'une œuvre qui prend les allures d'un roman d'apprentissage. Dans A Bang, Claire a 12 ans. Et après les premiers émois de l'adolescence et les interrogations intimes qui les accompagnent, elle prend conscience progressivement de l'ensemble des interdits et des tabous qui entravent la parole dans la société jamaïcaine de la fin des années 50. L'œuvre s'ouvre précisément sur l'année 1958. Dans No Telephone to Heaven, on retrouve Claire à l'âge de 36 ans. Elle a alors rejoint les rangs d'une troupe de guérilleros décidée à mettre fin à la mainmise nord-américaine sur la Jamaïque. Claire évolue donc d'une soumission naïve à la parole des autres à une résistance active, d'une admiration pour la culture blanche valorisée par son père à la défense des ferments afro-caribéens de l'île. Ce parcours est jalonné de rencontres qui, là encore, occasionnent une confrontation des points de vue et participent de l'évolution du personnage de Claire. Parmi elles, et hormis le rôle déterminant des parents de Claire, nous retiendrons l'importance de Zoé, qui est sa meilleure amie dans A Bang, et Harriet, personnage transgenre, dont l'expérience bouleverse Claire au plus haut point dans No Telephone to Heaven. Avec ces deux personnages, Claire prend conscience de ce que le système colonial n'a pas seulement pour résultat la soumission économique de la Jamaïque, mais aussi le creusement des inégalités sociales, l'ascension sociale allant de pair avec le degré de blancheur des individus et l'imposition d'une série de normes, genrées et sexuelles notamment. L'idéologie coloniale véhicule ce qu'Alexandra Bourse appelle la pensée binaire occidentale, reposant sur l'opposition nette entre une série de termes, donc blanc, noir, homme, femme, hétérosexuel, homosexuel, opposition qui s'accompagne d'une hiérarchisation, le premier terme étant toujours valorisé au détriment du second. Or, les attirances troubles que Claire ressent dès l'adolescence pour les jeunes filles bouleversent le système dans lequel son père, fervent défenseur des valeurs coloniales, avait tenté de l'enfermer. L'homoérotisme qui se dégage de sa relation avec Zoé vient fissurer l'édifice moral érigé autour d'elle et, par contre-coup, questionne la pertinence des normes que nous venons de rappeler. Michel Cliff procède à une révision de l'histoire officielle en lui apposant sans cesse le point de vue critique du narrateur. Celui-ci fait à la fois figure d'historien et de sociologue, rappelant les dessous obscurs de la politique coloniale. Dans le premier chapitre de A Bang, on découvre la famille Savage alors qu'elle s'apprête à se rendre à l'église un dimanche matin.
Le narrateur en profite pour décrire une société marquée par la colonisation. En 1958, la Jamaïque est censée être indépendante, mais le narrateur souligne l'hypocrisie de cette prétendue indépendance en utilisant un mot valise composé de termes reliés par des tirets, independence in practically name only. Ce mot valise est teinté d'ironie et montre que l'indépendance se limite à un pur signifiant, relevant d'une forme de politiquement correct. Là encore, le discours officiel n'a que les oripeaux de l'humanisme. D'ailleurs, le pouvoir colonial se manifeste partout. Il s'incarne d'abord dans le portrait de la reine d'Angleterre, affiché sur tous les lieux de pouvoir. Banques, écoles, magasins et façades, des maisons des quartiers les plus huppés. La reine est décrite comme, et donc je cite directement la traduction d'Alexandra, une petite femme blanche, plutôt quelconque, couverte de médailles et autres insignes royaux, et bien sûr portant sur la tête une couronne. Notre-Dame des colonies, la femme la plus blanche du monde. Fin de la citation. La description humoristique de la reine non seulement affecte le pouvoir qu'elle représente, mais signale également la toute-puissance de l'image. Une iconographie omniprésente destinée à subjuguer l'imaginaire populaire, ce à quoi résiste l'instance narrative en dévoilant les ridicules. L'usage du superlatif « la plus blanche du monde » montre que l'adjectif « blanche » ici ne désigne pas seulement une couleur de peau, mais une symbolique, la blancheur en tant qu'ensemble de valeurs oppressives. Elle n'est pas une instance politique qui vise à protéger les peuples, comme souhaiterait le faire penser l'expression « Notre-Dame des colonies », mais cherche, bien au contraire, à les exploiter. Le discours colonial ne se contente pas d'images de propagande et de politiques économiques et sociales inégalitaires. Il cherche à s'insinuer dans les consciences des peuples dominés, ce que le narrateur démontre, donc toujours dans Habenk, par l'intermédiaire des églises, catholiques et protestantes, et des écoles. La famille Savage se rend à l'église de la paroisse John Knox, dans laquelle une institutrice écossaise tient absolument à accompagner les chants des fidèles d'un clavecin importé d'Europe. La scène est ridicule puisque le clavecin sonne toujours faux, inadapté qu'il est à la chaleur de l'île. Alors que les fidèles écoutent avec attention les préceptes du pasteur, le narrateur ne cesse de convoquer la mémoire des atrocités commises pendant la période esclavagiste et montre, par ses rappels, l'ignorance dont font preuve les fidèles concernant leur propre histoire. Il rappelle que chacun d'entre eux est lié aux autres par ce passé esclavagiste, mais signale également que ce passé reste tabou et condamne à une sorte d'amnésie générale. La récurrence de la proposition « they did not know » dans ce passage condamne cet oubli et fait ressurgir ce qui fut enfoui sous le silence. Le narrateur ne condamne pas la population elle-même, mais la parole officielle qui a choisi d'oblitérer cette mémoire, comme en témoigne cette formulation, je cite, « Personne n'avait dit à ces gens que, de toutes les sociétés esclavagistes du Nouveau Monde, la Jamaïque était considérée parmi les plus brutales. Ils ignoraient que des esclaves travaillaient, le visage enfermé dans un masque de fer, pour qu'ils ne mangent pas le sucre de la canne qu'ils coupaient. Ou bien encore qu'il y avait peu de femmes blanches sur l'île pendant l'esclavage, et que les grands-mères de ces gens, assis là dans l'église, avaient été violées encore et encore par ceux-là même qui les fouettaient. Le viol des femmes noires aurait eu lieu avec ou sans la présence des femmes blanches, bien sûr. Mais à la Jamaïque, il n'y avait pas de prétention à la civilité. Cela avait lieu à la vue de tous. » Fin de la citation. Donc le paragraphe commence par « No one told the people », une personne qui n'avait dit à ces gens, montrant la volonté du pouvoir colonial de placer sous silence les tortures infligées aux anciens esclaves et les viols systématiques des femmes noires par les maîtres blancs. La violence critique et ironique du narrateur atteint son paroxysme lorsque surgit le mot « civility », l'un des points d'orgue de l'idéologie coloniale qui, ici, est clairement rejeté. L'école est également le lieu privilégié de la diffusion du discours colonial, un lieu où l'histoire est réécrite de telle sorte qu'elle dévalorise un peu plus les populations dominées et met à l'honneur la seule culture occidentale. Je cite, « À l'école, on leur disait que leurs ancêtres étaient des païens, qu'ils avaient été des esclaves en Afrique où les Noirs avaient imposé des chaînes aux leurs. On leur donnait l'impression que les Blancs, qui les avaient embarqués depuis la Côte d'Or et la Côte des Esclaves, n'avaient fait que copier une pratique d'Afrique de l'Ouest. » Fin de la citation. Mais, d'emblée, le narrateur contrecarre ce remaniement de l'histoire en faisant émerger une autre vérité. Je cite à nouveau, « La congrégation ignorait que les esclaves en Afrique étaient à l'origine des domestiques. Ils ne travaillaient pas dans les champs de canne à sucre. Le travail n'était pas un système industrialisé. En réalité, il n'y avait rien de comparable entre ces deux types de servitude, celle pratiquée dans les sociétés tribales de l'Afrique de l'Ouest
et celle organisée par la Compagnie royale africaine de Londres, mandatée par la couronne. Fin de la citation. Le narrateur se situe dans le présent de la connaissance réinstaurée et montre par là même l'ignorance qui nimbe la population dans laquelle évolue Claire en cette fin des années 50. Le parcours du personnage semble donc destiné à faire le lien entre ce présent passé ignorant et un présent du décilement. Dans ce parcours, Claire est tiraillée entre son père, Boy Savage, et sa mère, Kitty. Le premier s'acharne à placer dans l'ombre ses origines africaines et indiennes, ne faisant part à sa fille que de ses illustres ancêtres blancs. Kitty, elle, est un personnage souvent mutique, plongeant dans le secret sa nostalgie des racines afro-caribéennes auxquelles elle tient. Claire est la fille préférée de son père, qui la considère comme sa digne héritière, négligeant son autre fille plus foncée de peau. Boy Savage est le personnage qui incarne un esprit straight. Son surnom, parfois redoublé en Boy Boy, imite à la fois le goût britannique pour les surnoms, mais insiste également sur une masculinité survalorisée. Avec ce nom, le père figure une masculinité toute puissante que le narrateur va décliner en violence sexuelle. En effet, les ancêtres blancs illustres dont Boy Savage ne cesse de rappeler les hauts faits sont tous décrits par l'entremise du narrateur comme des hommes méprisant leurs épouses blanches et exerçant une domination violente sur leurs maîtresses métisses ou noires. Alors que Boy Savage s'évertue à préserver la mythologie dans laquelle il se complaît, c'est un terme de Cliff, le narrateur en dévoile les secrets inavouables, et notamment les viols répétés de l'arrière-grand-mère de Boy, Inès, une jeune femme aux origines africaines, Ashanti, et indiennes. Je cite, « Le juge l'emmena chez lui où il la viola. Il la viola pendant 6 semaines, jusqu'à ce qu'il la laisse à l'occasion de l'un de ses voyages à Londres. Elle avait 18 ans. La violence sexuelle du juge est contrecarrée par la résistance dont va faire preuve Inès, grâce à la relation qu'elle entretient avec Ma Ali, une Oberwoman, c'est-à-dire une femme à laquelle les esclaves jamaïcains accordaient des pouvoirs magiques. Ma Ali, qui, je cite, n'avait jamais couché avec un homme, est respectée par l'ensemble des esclaves, car ils considèrent que les relations qu'elle entretient avec les femmes sont des enseignements par lesquels ces dernières apprennent à être maîtresses de leur corps. Cet enseignement a valeur de résistance aux violeurs blancs et redonne sa dignité à l'ensemble de la communauté des esclaves. La relation lesbienne accompagne un désir d'émancipation, dans le même temps que le narrateur retrace, dans les interstices de son récit, l'épopée de Nani, esclave ayant marronné, c'est-à-dire ayant fui la plantation pour constituer en secret une troupe de guerriers, marrons eux-mêmes, luttant contre la puissance coloniale anglaise. Ces deux récits, prenant à contre-pied l'histoire fabriquée par Boy Savage, sont d'une grande importance, car ils semblent contenir en germe l'ensemble du parcours suivi par Claire, depuis Abeng jusqu'à la fin de No Telephone to Heaven. En effet, la jeune fille tombe amoureuse, sans bien le réaliser, de Zoé, une adolescente vivant chez la voisine de sa grand-mère. Cet amour occasionne chez Claire une forme de rébellion contre les injustices sociales dont elle prend conscience, contre les barrières établies entre les populations sous le prétexte de la couleur de leur peau, contre les désirs proscrits et enfin contre les rôles imposés aux uns et aux autres selon le genre dont ils relèvent, féminin ou masculin. Signe de cette émancipation, le jeu entre deux langues, le patois jamaïcain que Claire adopte lorsqu'elle se trouve avec Zoé et l'anglais standard, la langue de l'autre, qu'elle utilise comme un camouflage pour mieux protéger ses amours interdites. Dans No Telephone to Heaven, l'opération de court-circuitage de la parole majoritaire continue. En revanche, la composition de l'œuvre, elle, semble être bouleversée par la métamorphose spirituelle de Claire. Il y a comme la volonté, chez Cliff, de créer un texte indocile, à l'image de son héroïne, et qui serait le lieu d'une première résistance à l'hégémonie culturelle occidentale. La narration s'organise autour d'une longue rétrospection prise en charge par le récit. No Telephone to Heaven s'ouvre sur la description de la lente avancée d'un bus, flanqué de ce qui ressemble à un slogan, donc No Telephone to Heaven, et dans lequel se côtoient des guérilleros en tenue de combat. Parmi eux, il y a Claire. Une grande partie du roman va consister à expliquer comment elle en est venue à faire le choix de la révolte. Dans son cheminement vers la rébellion, il y a Harry Harriet, un personnage transgenre que Claire rencontre au cours d'une soirée et avec lequel elle se lie d'amitié. L'indécidabilité genrée et sexuelle d'Harry Harriet fait figure de modèle pour Claire, qui reste marquée par les discours normatifs imposés par sa famille. En outre, ce personnage, victime de viol dans son enfance, lui fait prendre conscience des responsabilités d'un peuple qui semble accepter son aliénation.
L'ironie du narrateur, lorsque Harry Hyatt se tient au cœur du récit, semble s'atténuer, comme si le personnage en prenait le relais. Lors d'un épisode assez humoristique, Harry Hyatt, qui se trouve alors avec Claire dans un café, provoque la consternation d'un touriste américain qui le ou la découvre maquillée, outrancièrement, sans toutefois parvenir à la catégoriser comme femme. Harry Hyatt lui raconte alors qu'il est un prince africain, ajoutant que son maquillage s'explique par des pratiques ancestrales en vigueur dans son pays. Le touriste se montre soulagé par ces explications. Outre la bêtise du personnage, cet épisode montre ironiquement que les stéréotypes racistes, solidement ancrés chez lui, permettent de lui faire accepter un personnage queer, à la fois transgenre et bisexuel. Ou plutôt, les stéréotypes racistes, confirmés par la folle invention d'Harry Hyatt, rendent le touriste totalement aveugle, conforté qu'il est dans la tranquille assurance que les clichés lui offrent. Donc parmi les guérilleros dont Alexandra Bourse a parlé, il y a donc Claire et Harry Hyatt. L'opération qu'il décide de mener est hautement symbolique. Elle consiste à tuer les membres d'une équipe de tournage d'un film américain. Avant la scène finale, le récit laisse place, sans intervention du narrateur, à un long dialogue entre le producteur du film et le réalisateur. Leur discours consiste en un flot de stéréotypes méprisants concernant les Jamaïcains. Je cite, « Les Jamaïcains feraient n'importe quoi pour $1. Regarde autour de toi, les hôtels, les festivals de reggae pour les jeunes blancs. Mon Dieu, les sanatoriums pour les riches. Ces gens sont habitués à se vendre. À mon avis, ils ignorent tout de la Révolution. » Ce déluge d'inanité est précédé de la retranscription fidèle d'un article du New York Times vantant les mérites de la Jamaïque aux touristes, et où on trouve, je cite, une population métissée, mêlant de multiples tribus et des ethnies différentes, lesquelles comportent un grand nombre de gens prêts à se mettre à votre service. La langue nationale est l'anglais, et vous pourrez boire l'eau, précise encore ce même article. La fin de l'ouvrage laisse donc la place, de la façon la plus crue qui soit, à un point de vue méprisant et raciste posé sur le peuple jamaïcain, et à l'exotisme qui en est l'envers. Le tournage du film a exigé le recours à un certain nombre de figurants, sélectionnés dans les bas-fonds de Kingston, afin de coûter moins cher. L'un d'entre eux, Christopher, a pour tâche de pousser des cris de singe pendant le tournage, afin de montrer la bestialité des indigènes dans ce qui se veut être la mise en scène des exploits de Nani. Et donc ce passage est extrêmement intéressant puisque précisément s'affronte ici la vision dévalorisée et stéréotypée du combat des marrons et la révolte des guérilleros jamaïcains qui, eux, sont considérés, à la faveur d'une courte remarque du narrateur, comme les répliques véritables des marrons. Lorsque Christopher pousse son cri, celui-ci répond aux attentes du metteur en scène américain, certes, mais loin de lui être soumis, il résonne au contraire comme le signal du combat à commencer. Le cri de Christopher s'oppose au discours insultant et simpliste tenu par l'appareil discursif colonial, dont font partie les médias. Au-delà de la parole, il cristallise en lui le présent et le passé, mais aussi le futur, hurlant le besoin d'une libération. C'est ici sans doute, dans cet au-delà du discours, que Michel Cliff trouve une réponse intraduisible, vibrante de liberté au discours postcolonial. Voilà. Alexandra Bourse vous remercie et je l'applaudis. Je remercie Alexandra Bourse pour avoir, me semble-t-il, assez bien posé le problème aussi de du storytelling ou de la question de l'hégémonie culturelle et du storytelling qui la sous-tend dans les contextes postcoloniaux, qui a cette caractéristique, alors pas que dans ce contexte-là, mais enfin qui a cette caractéristique très marquée d'être une hégémonie culturelle et un storytelling qui s'appuie sur une violence pure préalable. C'est-à-dire que donc ce que un historien du mouvement subalterne appelait la domination sans hégémonie. Et du coup, le discours contre la réponse va forcément passer par ce passage, par l'épreuve de la violence pure, de la terreur et de la violence aussi. Donc il y a une contre-violence derrière, il me semble que c'était sous-jacent dans tout l'exposé d'Alexandra Bourse. Alors j'ouvre la discussion, je ne sais pas, on a un quart d'heure ou... Alors, si personne ne veut commencer, je pense qu'Alexandra aurait pu aussi avoir cette question, normalement, donc je me permets de la poser. Alors, c'était au moment, tu sais, où tu as parlé de cette fiction de la continuité mythique avec l'Afrique, que Marie Scondé déconstruirait, etc. Parce que donc, il y a une semaine, j'ai eu un débat avec un maître de conférence sénégalais et un maître de conférence capverdien à ce sujet, qui considère, alors j'en ai toujours rien conclu,
qui considère qu'en fait ce roman de Maryse Condé est le roman le plus négritudiste qui soit au sein de son œuvre, et qu'en fait il y a quand même un rapport mythique à l'Afrique très fort. Et ils ont cité la présence de l'oralité dans ce livre. Alors tu as déconstruit d'autres éléments, mais bon voilà, en faisant référence à Alain Ricard, etc. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même, alors de manière, on va dire, éparpillée, mais des formes de storytelling qui affleurent quand même de manière un petit peu disséminée comme ça? Oui, alors c'est tout le problème du roman de Maryse Condé qui, en fait, bon, je l'ai dit, provoque une sorte d'inconfort parce qu'elle joue sur beaucoup de choses. Et enfin, on aurait pu même continuer à parler d'autres choses qu'elle déconstruit. Tu as parlé justement des nègres, enfin, tout ce qu'on appelle les nègres marrons, et elle déconstruit aussi cette figure qui a été idéalisée parfois dans ce même roman. Donc il y a beaucoup de choses. Alors effectivement, il y a des éléments qui sont là. Alors il y a cette oralité. Je ne sais pas exactement à quoi il faisait référence en parlant d'oralité. Probablement au fait que justement tout ce récit est un témoignage oral et qu'il y a une mémoire à l'intérieur du texte qui est évoquée. Seulement, cette oralité même du témoignage, elle est déjà quand même remise un petit peu en question par Maryse Condé, puisqu'elle dit qu'elle a exagéré, et cette épigraphe qu'elle met au début du roman est quand même, a quand même une certaine dimension ironique. Je pense que c'était plus concret que ça, enfin, c'était vraiment, tu sais, tout le passage sur les incantations, et je continue à parler à mes ancêtres, même par-delà la mort, et je pense que c'était vraiment cette référence à une oralité africaine mythique, c'était plus concret, hein, je pense. Alors, pour ces choses-là, c'est vrai que souvent, on représente l'oralité africaine mythique comme un dialogue aussi des personnages de sorciers qui guident la communauté avec des divinités qui leur donnent les pouvoirs dont ils ont besoin. Et là, en fait, dans le récit de Maryse Condé, il y a aussi une déconstruction de ça, puisque la plupart des personnes de l'au-delà avec lesquelles elle parle sont en fait des personnes qui sont très proches d'elle. Donc, que ce soit Maniaya, donc cette vieille sorcière, ou que ce soit sa mère, qui souvent d'ailleurs lui dit qu'elle agit mal, qu'elle se comporte mal, notamment avec les hommes, et donc qui a vraiment qui la tense plutôt qu'elle ne lui donne une aide véritable. Donc en fait, oui, il y a des résurgences d'oralité, mais j'ai aussi l'impression que directement, ils sont contrebalancés, ils sont... voilà. D'accord. Moi, j'avais une question, mais honneur à nos invités. Merci à toutes les trois, puisqu'Alexandra pour ses contributions. Moi, j'ai de la misère avec l'opposition entre un autre récit et l'utilisation du terme le postcolonialisme, le réalisme magique. Alors, c'est très clair dans le texte d'Alexandra Bourse, il y a une ironie en permanence, justement pour souligner cette contradiction. Alors que dans l'analyse du texte de Maryse Condé, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que lorsqu'on utilise le terme comme réalisme magique et postcolonialisme, on ne tombe pas justement dans le storytelling entre guillemets de l'Occident, alors que c'est utilisé comme une sorte d'opposition. D'une certaine façon, moi je vois ces termes-là comme des étiquettes qui ont été utilisées essentiellement par la critique états-unienne par rapport à une littérature qu'essentiellement ils ne comprennent pas. Donc ils ont besoin de mettre une étiquette dessus. Voilà. Oui, alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, Maryse Condé, d'ailleurs, parle de ces étiquettes elle-même et dans les interviews. Alors, c'est pour ça que je pense qu'elle utilise, par exemple, cette esthétique et que, c'est ce que j'ai aussi voulu montrer, qu'elle la transforme, qu'elle se la réapproprie pour lui donner une dimension spécifique, ne serait-ce, par exemple, tout simplement, que dans le fait qu'elle utilise un personnage féminin pour représenter cette sorcière, parce que souvent dans les grands récits magico-réalistes post-coloniaux, on a plutôt des figures d'hommes, de sorciers hommes, des grandes figures de la révolte. Donc je pense qu'en fait elle joue à se réapproprier notamment cette esthétique et à la
la personnaliser, c'est-à-dire à la nuancer. Et je pense que c'est la même chose pour la question du postcolonial, c'est-à-dire que le roman n'y arrive pas directement. C'est-à-dire qu'elle veut avant tout montrer qu'elle fait l'histoire d'une figure singulière, et à partir de là, progressivement, elle revient à la question de la communauté, à la question de l'identité plus large de la Caraïbe qui émerge, mais qui n'est pas à l'origine, je pense, du roman, qui apparaît progressivement, en fait. Ouais. Je voulais aussi répondre sur la question, parce que je suis d'accord que, notamment peut-être pour le roman de Maryse Condé, on a parlé des ambiguïtés et du reproche qui a pu lui être fait, que dans ce monde invisible, finalement, il y a un autre storytelling d'une Afrique humaniste, etc. Mais il me semble par exemple que la question de la sorcellerie, des mondes invisibles, il y a ce texte de Frantz Fanon, je crois que c'est dans Les Damnés de la Terre, où il dit le zombie, si vous saviez ce que ça terrorise les gens, c'est une puissance terrifiante qui concentre la violence coloniale. D'une certaine façon, cet imaginaire de la sorcellerie, que ce soit finalement en Afrique qui a explosé à l'époque coloniale ou que ce soit dans les Caraïbes, c'est du storytelling pur. Le sorcier, c'est un personnage de récit pur. Donc il me semble que les outils du storytelling sont très intéressants pour comprendre, puisque c'est que fait l'imaginaire de la sorcellerie, que font ces mondes invisibles, c'est d'inventer des histoires pures qui sont dans un monde qu'on ne peut pas sentir, qui captent la violence de la réalité concrète et sociale. Les anthropologues, beaucoup d'anthropologues actuellement travaillent sur ça, sur ces résurgences à l'ère néolibérale de ces figures magiques. Donc il y a quand même, en dehors du mot d'ordre et de la Libye un peu académique des universitaires qui ne savent pas trop comment prendre ces textes, il y a des pistes qui me semblent très intéressantes, notamment qui vont dans le sens de ce que font aussi les anthropologues. Je pense à John et John Kormarov en Afrique du Sud, qui travaillent sur l'Afrique australe et qui connectent directement l'imaginaire notamment des zombies, des zombies cette fois-ci sud-africains, avec la réalité socio-économique. Donc, je suis d'accord qu'il y a un débat sur ce texte-là. C'est un texte qui est particulier, qui a été un best-seller en France, et on s'étonne, c'est pas tellement étonnant, qui est vraiment dans une sorte de storytelling où comme on peut l'entendre négativement, qui fait best-seller. Mais ceci dit, je ne jetterai pas avec l'eau du bain la catégorie réalisme merveilleux. Donc je disais finalement qu'au départ, c'était une catégorie militante, sous la plume de Jacques-Stéphane Alexis, puisqu'il invitait, sous la forme d'un manifeste, les écrivains haïtiens et plus généralement du monde colonisé, à faire du réalisme merveilleux comme arme, en se démarquant du réalisme social, par exemple. Le problème, c'est que initialement, le réalisme magique, c'est un terme qui est inventé en Allemagne par Franz Bopp. Et ensuite, c'est exporté. Alors, pour commencer de dire que ce n'est pas occidental, ça commence mal. Non, ça, on est d'accord. Ça, c'est le storytelling du terme. Ouais. Ensuite, ce texte-là va être traduit en espagnol par la revista Occident, donc Ortega y Gasset. Et ça va être repris pour parler d'un certain style de la littérature hispano-américaine. Essentiellement, ça renvoie au style de Garcia Marquez dans certains de ses romans, notamment Ce temps de solitude. C'est même pas toute l'œuvre de Garcia Marquez. Et ensuite, j'ai fait l'étude du concept, de la traversée que fait le concept. À un moment donné, c'est d'abord se mélanger avec le réel merveilleux, ça c'est Carpentier. Et ensuite, il va être exporté. À un moment donné, ça commence à être exporté. Et le point culminant, c'est lorsque Toni Morrison reçoit le prix Nobel de littérature. Alors, les Américains, c'est-à-dire les États-Unis, ne savent pas quoi faire de la littérature de Toni Morrison. Et ils vont dire, tu sais, c'est du réalisme magique. Et hop, on y colle l'étiquette. Et si vous regardez les références dans les bases de données, c'est l'auteur qui reçoit le plus grand nombre de références au réalisme magique. Et qui les refuse. Qui les refuse aux États-Unis. Alors, la question est la suivante. Si on essaie de mettre en relation le réalisme magique avec le postcolonialisme, et voilà un autre concept assez difficile, c'est un terme qui est utilisé
à partir de l'indépendance de l'Inde. On parle de 1947-1948, et ensuite l'indépendance des pays africains autour de 1960. Et voilà que tout à coup ils disent où est-ce qu'on peut utiliser encore le terme postcolonialisme, et l'Amérique du Sud semble tout à fait l'endroit pour utiliser ça. Et la question que je me pose, c'est comment ça se fait que les États-Unis, qui eux aussi étaient une colonie, eux, sauf lorsqu'il s'agit de cas de ils ne font pas de la littérature postcoloniale. Alors là, je nuancerai parce que j'étais à un colloque sur le transatlantique la semaine dernière et c'était en débat, et là, il y avait quand même un consensus pour dire que la littérature états-unienne était, dans une certaine mesure, une littérature postcoloniale. Okay, c'est dans quelle mesure? C'est ça la question. Oui. Voilà. Parce que, et on parle par exemple de la littérature postcoloniale, éventuellement par rapport à la littérature canadienne. Alors que ma connaissance, j'arrive du Canada, on a le portrait de la reine, comme ce qui est décrite dans le roman. Ah oui, d'accord. Le portrait de la reine d'Angleterre est partout. Je peux vous montrer les $20 canadiens où il y a le portrait partout. Alors, est-ce qu'on peut parler de postcolonialisme par rapport au Canada sous-traité? Et on ne peut pas le faire par rapport aux États-Unis blancs. Oui. Il faut le faire. C'est notre mission, c'est notre travail. Ah oui, je le sais. Ça veut dire qu'aussi l'Europe est postcoloniale. Mais c'est peut-être aussi le point commun entre des auteurs comme Maryse Condé, Toni Morrison, je pense aussi à Salman Rushdie qui refuse le fait d'être qualifié de réaliste magique, etc. alors qu'il l'est. Je pense que c'est quand même des auteurs qui jouent aussi énormément avec ces codes-là. Et surtout quand on lit l'autobiographie La Ma vie sans phare de Maryse Condé, elle est parfaitement consciente de s'inscrire dans tout ça. Donc je pense qu'eux-mêmes réutilisent ça. Enfin, ce serait aussi une forme de logique de best-sellerisation qu'on ne peut pas non plus entièrement mettre sous le tapis en fait. Et Rushdie le dit là, dans sa récente autobiographie, j'ai suivi un filon tout en refusant d'être étiqueté. Donc je pense que c'est peut-être... les critiques seules ne sont pas responsables, c'est juste ça que je veux dire. Mais effectivement, c'est une grande question. Alors, pour vous, Marion Labourette, le texte de Maryse Condé, est-ce que justement les termes utilisés par Elsa Dorlin d'identité intersectionnelle, est-ce qu'on pourrait aussi le mettre en œuvre parce que vous n'avez pas parlé de la question du genre pour le texte de Maryse Condé, est-ce que ça s'entrecroise, je veux dire surtout du personnage de la sorcière Oui, alors j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais effectivement, c'est aussi un aspect important du roman, le fait que ce soit une figure de femme qui soit la figure de la sorcière et qui joue un rôle dans sa communauté, donc à la fin du roman. En fait, Maryse Condé parle dans sa note historique de racisme des historiens, etc. Donc c'est pour cette raison qu'elle a été oubliée. Je pense qu'elle laisse aussi de côté l'idée que pendant très longtemps dans les études historiques liées à l'esclavage, on a laissé de côté les femmes. Et en fait, je pense que c'est pas du tout une coïncidence que ce roman des années 80, de la fin des années 80, soit écrit en même temps que le développement justement d'une historiographie qui commence à s'intéresser à la place des femmes dans l'esclavage, qui était auparavant plutôt minime, puisqu'on y voyait plutôt soit une vision masculine, soit une vision asexuée, c'est-à-dire le colon et l'esclave comme des grandes catégories. Et à ce moment-là, effectivement, dans les années 80, avec une collision avec les études féministes, on a aux États-Unis le développement d'une historiographie sur cette question. Ce sera un petit peu plus tard en France. Mais donc je pense qu'effectivement, le personnage se définit aussi, on peut réfléchir aussi sur sa dimension féminine dans le roman. Je pense que c'est pas innocent, et Maryse Condé n'en parle pas réellement, et puis en plus, elle dit beaucoup dans les interviews qu'elle n'est pas féministe. En tout cas, pas au sens occidental. Elle joue perpétuellement à déconstruire tous ces concepts. Donc, elle ne s'est pas dit explicitement, mais bien sûr, je pense qu'il faut le prendre en compte.
Moi, j'avais vu une interview, elle a quand même lu Hélène Cixous. Je pense qu'il y a une volonté de déconstruire ce féminisme occidental. Et je pense que justement, là, le rapport à l'oralité peut être intéressant. Quand on pense à l'écriture féminine à la Cixous, le chant, etc., là, elle se saisit d'un concept d'oralité, mais qui n'a rien à voir avec la manière dont traite Cixous, pour en faire une spécificité culturelle non occidentale. Donc, puis Gisèle Pineau, c'est pareil, toutes ces écrivaines de la même époque. Il y a une référence au féminisme des années 70 occidental, ça oui. Vraiment. Sur l'intersectionnalité. Non, je n'avais pas rien à rajouter là. Morrison serait intéressante aussi dans ce contexte de l'intersectionnalité. Non, une dernière question peut-être avant qu'on se remette en retard dramatiquement. Je vais me dépêcher. Moi j'aurais une question sur la diffusion des œuvres. Là, vous avez parlé de l'écho, on a rencontré l'œuvre de Marie Scondé. Et je voulais savoir, est-ce que le contre-storytelling commence à s'arrêter dès que l'œuvre est largement diffusée et commence à plaire au public? Parce que ça semble être aussi un peu en discussion. Est-ce que on peut opposer contre-storytelling et storytelling par rapport dans le champ de la diffusion des œuvres? C'est une question un peu large. C'est une bonne question. Oui, c'est une question assez large. C'est vrai que le roman de Marie Scondé a eu vraiment beaucoup de succès en France lors de sa publication. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que dans certaines interviews, elle a tenu justement à se distancier des lectures qui avaient été faites à l'époque de la publication, un petit peu peut-être, quand elle dit qu'elles sont trop simples, en s'affirmant, en voulant toujours plus s'affirmer comme polémique, peut-être pour aller justement à l'encontre de la surmédiatisation de ce roman. Et peut-être qu'on peut penser d'une manière générale qu'à un moment donné, si ce roman qui est du contre-storytelling est accepté par un lectorat relativement large, alors on perd cette dimension-là. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé, par exemple, avec le roman de Carpentier, justement, parce qu'on parle de réalité magique, qui a fait un petit bruit et qui finalement a contribué à intégrer le concept dans la perception occidentale de l'Amérique. Et c'est peut-être pour ça aussi que Marie Scondé essaie de renouveler un petit peu cette perspective dans son roman. Oui, je pense que... C'est une très bonne question. Alors, je pense qu'elle est très vaste. Est-ce que les contre-storytelling peuvent être diffusés de façon et acceptés de façon très large? Mais sur la question caribéenne ou des littératures francophones, des littératures, il y a cette entrée, pour répondre, il y a eu une thèse sur l'auto-exotisme des écrivains caribéens. L'idée de faire un contre-discours, c'est aussi, ça peut flirter avec ce qu'on appelait la catégorie de l'exotisme, et l'exotisme s'appelait. Donc c'est effectivement très, très complexe à démêler, et on pourrait imaginer que le succès de Moi Tituba est lié à cette attente exotisme qui travaille encore aujourd'hui la catégorie éditoriale des littératures francophones, qu'elles soient du Maghreb, d'Afrique ou des Caraïbes. Et en même temps, on ne peut pas accuser les écrivains de façon frontale de tomber dedans, parce que c'est aussi beaucoup ce qu'on projette, ce qui fait le malentendu toujours des écrivains qui après se débattent avec la réception de leur propre œuvre et ont des positions très instables, très stratégiques dans les interviews, etc. Ce qui est le cas de Marie Scondé. C'est toujours une question intéressante et très complexe à analyser. On va devoir